édition spéciale. Édition spéciale consacrée à la guerre en Israël, 25e jour de guerre désormais. Et nous sommes en direct avec Stéphane Juffa, directeur de la MENA, la Metula News Agency, stationnée justement au nord d'Israël, à Metula. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Ilana, bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs de Radio J. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J. Alors on va parler avec vous de la situation sécuritaire, bien sûr, de l'opération terrestre en cours dans la bande de Gaza. Mais d'abord, vous qui êtes au nord, dites-nous comment ça se passe, parce que hier, je crois que vous avez été témoin de tirs croisés entre l'armée israélienne et des terroristes du Hezbollah. Mais on a été acteurs passifs, Ilana. Acteur passif. Des snipers, des tireurs d'élite du Hezbollah à 380-400 mètres de chez nous ont tiré sur une base de Tzahal qui se trouve en dessus de nous. Je ne vais pas donner plus de détails. Et ça a duré 10 minutes, mais les tirs étaient très près. C'est-à-dire qu'on a entendu des balles qui ricochaient sur la barrière de notre propriété, pour vous donner une idée de proximité. Et puis au bout de 10 minutes, Tzahal a riposté avec des obus qui passaient au-dessus de notre tête. Et ils étaient tellement près, et c'est la première fois que ça m'arrive, que ça a fait un effet sèche-cheveux sur ma tête. J'ai senti l'air qui a resté mon crâne. Voilà. Mais pourtant, ça a duré 25 minutes. Pourtant, tous les habitants de votre région, enfin en tout cas une grande partie, a été évacuée par Israël. Hein. Ah oui, on a été invité à évacuer, mais comme vous, je suis journaliste, je suis aussi reporter de guerre, puis c'est notre rédaction ici, c'est-à-dire que si on était parti, il n'y avait plus de MENA, et plus de MENA au moment où on en a le plus besoin et qu'on a la passion de l'information, ça aurait été un abandon de poste. Et puis aussi dans notre philosophie, on n'abandonne pas, ni notre maison, ni notre travail. Alors une intensification des tirs du Hezbollah sur le nord d'Israël depuis quelques jours maintenant, et il y a un discours qui est attendu et qui pourrait bien embraser la région, c'est celui de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Qu'est-ce qui se dit justement en Israël et qu'est-ce que vous pensez que le chef du Hezbollah va dire cette semaine ? On se dit que s'il avait voulu déclencher une guerre totale, il l'aurait déjà fait. On ne déclenche pas une guerre totale en annonçant une interview 5 jours à l'avance. Donc, on ne pense pas que ce soit exactement la situation. Il ne peut pas non plus débrayer complètement, dire qu'il arrête ses provocations quotidiennes. Et puis, ils sont quand même en difficulté au niveau militaire parce que Tzahal leur a bien montré qu'il était prêt. On n'a pas tous nos avions qui sont à Gaza. On en a des centaines encore à disposition. Il y en a qui sont chargés de missiles et de bombes. Et en cas de faute de la part du Hezbollah et de Hassan Nasrallah, dans les 5 minutes, il verrait, il pourrait tester les capacités de Tzahal. Et puis, dans cette démonstration, ce qui est arrivé de plus important, ça s'est passé hier. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on s'est forcé, et eux aussi, de tirer dans les 5 kilomètres de la frontière, pour justement ne pas risquer un embrasement total. Et nous, pour leur montrer qu'on n'avait pas peur d'une guerre avec eux, le Hel Avir, l'aviation israélienne, a bombardé des positions du Hezbollah à Jezin et Jebel Safi, qui se situent en gros à 30 kilomètres de Beyrouth. Donc c'est plus du tout la proximité de la c'est un message clair. Ça, et puis, surtout, il y a une donnée intéressante, c'est que la majorité des Libanais ne veulent pas d'une entrée en guerre, d'une nouvelle guerre avec Israël. C'est clair, mais ça fait longtemps que nous savons et que nous en parlons sur cette antenne et dans nos colonnes. Les Libanais ne font pas ce qu'ils veulent. Les chiites en tout représentent 35% de la population libanaise. Tous les chiites ne sont pas derrière le Hezbollah. Et en dehors des chiites, la majorité sont des sunnites, des chrétiens, des druzes, des chrétiens orthodoxes. Et tous, non seulement ne veulent pas la guerre avec Israël, mais ils espèrent qu'à la fin de cette confrontation, il y aura la paix entre le Liban et Israël. Parce que c'est justement cette occupation iranienne par proxy du Hezbollah interposé qui les a plongés dans une crise économique sans solution, et ils n'ont rien à manger et ils risquent de servir de bouclier humain
à une cause qui n'est pas la leur, c'est-à-dire la cause de la théocratie iranienne. Donc ils n'ont pas de vocation suicidaire. Donc c'est tout à fait normal qu'ils espèrent qu'il n'y ait pas la guerre, puis ils espèrent faire la paix avec nous. Alors ça, c'était pour le front nord, Stéphane Juffa. Évidemment, il y a l'opération terrestre qui se déroule en ce moment même à Gaza. L'armée israélienne qui a enclenché sa phase numéro 2. Donc première phase, on le rappelle, c'était des bombardements de plus en plus massifs sur la bande de Gaza pour nettoyer, entre guillemets, la zone des terroristes. Et maintenant, donc, ce sont l'ouverture de ces corridors pour laisser passer les soldats et avec des incursions spontanées. C'est fait vraiment avec parcimonie, cette opération, Stéphane. Ouais, c'est pas tout à fait ça, Ilana. Ah, c'est pas tout à fait ça. Alors, rectifiez-moi. Le corridor, j'oserais pas, mais je vais rectifier l'information. On ne rectifie pas ce qui est parfait. Le corridor, c'est pour amener des vivres dans le sud de Gaza. Et entendu que Tsahal n'utilise pas un corridor. Tsahal avance en direction de Gaza à partir du nord et sur 3 autres axes. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se passe bien. On peut même dire qu'on est dans la 3e phase, parce que Tsahal, à partir du milieu de la nuit dernière, se trouve à l'extrémité de l'avenue Salah al-Din, c'est-à-dire en français Saladin, qui est l'avenue principale de Gaza. C'est-à-dire qu'on est à Gaza et on se prépare de prendre une rue après l'autre, mais au bout de la rue Saladin, il y a le quartier général du Hamas, et ça doit commencer à leur faire des papillons dans l'estomac, parce qu'ils peuvent déjà voir nos chars, et les choses se déroulent plus facilement que prévu jusqu'à maintenant, donc on ne va pas être euphorique parce que ça peut changer à n'importe quel moment, mais on prévoyait plus de temps pour arriver à l'extrémité de la rue Saladin. Stéphane Juffa, bonjour. Pour l'instant, qui est parce que je vous vois pas. Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour. Effectivement, vous dites pour l'instant ça se passe plutôt bien, mais les dirigeants du Hamas, c'est-à-dire ceux qu'il faudrait toucher en priorité dans ce quartier général, ils y sont encore ? Bien sûr qu'ils sont encore. Ils ont aucune issue pour partir du centre de Gaza. Et ils peuvent pas s'évaporer. Et puis il y a les fameux tunnels dont on parle beaucoup. Est-ce que les dirigeants du Hamas se cachent dans ces tunnels ? Il y a presque une ville souterraine, donc ça c'est éventuellement un moyen de fuir. Il y a non pas de fuir, de se protéger de nos tirs. Il y a à peu près 70 kilomètres de tunnels. D'ailleurs, dans Tsahal, on l'appelle le métro. Par allusion à Paris, donc c'est le métro. Mais entre-temps, on a développé des armes qui sont capables de détruire les boyaux souterrains. Allô ? Oui, on vous entend. On vous écoute avec attention. Oui, mais il y a un drôle de bruit au téléphone. Donc, ce que je disais, on a des moyens de surface pour détruire ces boyaux. C'est des sortes de gros tracteurs avec bien équipés pour les détruire. On sait aussi jeter des explosifs dans les trous d'aération ou accéder à ces boyaux par les trous d'aération. Et on a également la possibilité, depuis les airs, avec des bombes qui ressemblent à des blockbusters, c'est-à-dire des bombes énormes qui sont capables de traverser plusieurs mètres de béton armé, et donc de terre, c'est de la terre qu'on a sur le métro. Le seul problème qu'on a ce matin, c'est que on ne peut pas mettre toute la gomme, parce que dans ces boyaux, dans le métro, il y a aussi les otages. C'est le dilemme d'Israël, Stéphane. C'est le grand dilemme. Donc, on ne frappe pas les boyaux sans avoir des informations sur le fait de savoir qui exactement, à un endroit précis, se trouve en dessous. Et notre manière de savoir, c'est de faire le plus de prisonniers possible et qui nous renseignent. On interroge les prisonniers, on interviewe également les quelques otages qu'on a réussi à libérer. Et petit à petit, ça nous donne une carte géographique assez précise de des endroits où se trouvent les otages, où se trouvent les terroristes et où se trouvent les chefs. À mon avis, nous savons déjà où se trouvent les chefs du Hamas, et probablement ils sont pas tous au même endroit.
Mais ils savent qu'ils vivent leur dernier moment, ça c'est sûr. Alors, je peux pas vous dire si ça va prendre 3 jours. Il existe une possibilité que j'évaluerais à peu près 30-35%, que tout le système défensif, en étant encerclés comme ils le sont à partir de cette nuit, s'écroule d'un coup. C'est-à-dire qu'on les a saoulés de coups comme en boxeur, et ils en ont quand même pris beaucoup ces 3 dernières semaines, et ça continue. Cette nuit, on a attaqué 400 cibles à Gaza. 400 cibles, oui. Et eux sont dessous. Donc on comprendra assez aisément qu'ils n'aient plus vraiment la même envie de se battre qu'au début. Donc il y a 35% de chance pour nous que dans les 2 prochains jours, on assiste à une débandade et que le sort de Gaza se joue beaucoup plus rapidement qu'on le pensait. Et puis aussi, et ça c'est une information importante, c'est que l'Égypte se prépare à l'après-Hamas. L'Égypte a pris des dispositions pour ne pas avoir que le Hamas comme interlocuteur à Gaza, et ça c'est un signe. Et on parlera évidemment du rôle de l'Égypte, très important aussi dans cette guerre qui va être longue selon le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Merci beaucoup Stéphane Juffa d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. À très bientôt. Je vous en prie. Bonne journée à vous.